Mesdames, Messieurs, merci d'être avec nous pour cette nouvelle présentation, cette démonstration technique au niveau du FIC 2023. On va accueillir cette fois-ci donc la maison Imperva avec Mohamed Lalouche. Vous êtes spécialiste de la sécurité des données, hein, pour tout dire. Et on va se poser une question avec cette démonstration. Pourquoi faut-il adopter une approche centrée sur la data? Je vous en prie. Bonne présentation. Bonjour à tous. Donc, j'ai le plaisir de pouvoir vous présenter un peu une approche spécifique sur la donnée. Donc, pourquoi faut-il se concentrer sur la donnée en soi? Dans le sens où aujourd'hui, souvent, on a abordé la protection des données autour de la sécurité périmétrique, c'est-à-dire on a mis en place une sécurité souvent endpoint, une sécurité ce qu'on appelle EDR, un SOC, ou une sécurité, on va dire, réseau pour sécuriser la donnée. Aujourd'hui, avec les nouveaux enjeux autour de la donnée, je vais vous expliquer pourquoi c'est plus compliqué et qu'il y a une nécessité d'avoir une sécurité centrée autour de la donnée, justement. Donc, en préalable, pour vous apporter un petit contexte, en 2023, les entreprises accélèrent leur modernisation. On voit de nombreuses transformations cloud qui s'initient, notamment dans les grands groupes et dans les entreprises de taille moyenne. Et aujourd'hui, on voit que nombreux parmi ces entreprises passent de l'on-premise, c'est-à-dire à des structures sur site, à plus du multi-cloud pour avoir de la souplesse, pour pouvoir justement mieux choisir leurs fournisseurs, pour pouvoir mettre à disposition leurs services dans le monde entier et à n'importe quelle heure. Il y a aussi la notion d'application qui aujourd'hui se transforme sous forme d'API, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nombreux sont des services qui dépendent d'autres services, nombreux sont des services numériques qui dépendent d'autres services numériques liés à des éditeurs tiers. Et la plupart des fournisseurs aujourd'hui, avec les partenariats technologiques et les alliances, sont interdépendants entre eux. Donc on a de plus en plus de dépendance et d'interdépendance, de plus en plus de développement, ce qui crée forcément des zones d'ombre, comme je vais l'aborder par la suite. Et enfin, on a les databases, donc classiques. À l'époque, on avait des bases de données structurées sur site, on avait des serveurs de fichiers sur site qu'on maîtrisait. Aujourd'hui, c'est plus le cas, puisque avec le multi-cloud, on a des répertoires de fichiers répartis dans différentes arborescences. En parlant aussi des bases de données, aujourd'hui, on a ce qu'on appelle des data stores. Donc on peut donner les noms qu'on veut, data warehouse, big data ou encore des data lakes. Mais globalement, l'idée, c'est d'avoir toutes ces données rassemblées autour d'un même endroit dans le cloud. Ce qui pose un problème, c'est que tout simplement, avec les data stores, de plus en plus de personnes ont accès aux données. Et donc forcément, il y a une notion de sécurité qui rentre en jeu. Donc de facto, les plus gros angles morts de sécurité aujourd'hui sont créés par la modernisation des API et des données. En l'occurrence, Imperva, nous, on s'occupe de la sécurisation des API et des données. Aujourd'hui, la conférence de jour va être centrée plutôt sur les données. Mais si vous souhaitez aussi parler de la sécurité des API, on sera ravis de pouvoir vous en parler et plus en détail au stand B29. Donc au niveau des données, justement, on voit qu'il y a de plus en plus de données qui sont réparties dans différents, comme je vous l'ai dit, répertoires, dans différentes arborescences, dans différents services, et de plus en plus de personnes ont accès à la donnée, ce qui pose des vraies problématiques en termes de contrôle et de visibilité. Donc, en rajoutant un petit contexte, aujourd'hui, vous l'entendez souvent, data is the new oil, c'est le nouveau pétrole, toute proportion gardée bien évidemment en fonction du contexte qu'on voit. On a bien du mal à trouver de l'essence en ce moment et on voit que c'est essentiel. Mais au-delà de ça, la data, c'est ce qui permet justement à beaucoup d'entreprises de devenir ce qu'on appelle des tech companies. C'est ce que recherchent aujourd'hui beaucoup d'entreprises, de grandes entreprises, c'est-à-dire de pouvoir proposer des nouveaux services, soit des nouveaux services numériques, soit améliorer les services qu'ils ont déjà en place. Par exemple, dans la grande distribution, mieux mesurer les stocks, faire en sorte de proposer le meilleur produit au meilleur moment à chaque client. Et donc pour ça, aujourd'hui, c'est central dans la notion de productivité et de réussite commerciale de la plupart des entreprises. Et donc, de facto, la data est utilisée largement dans tous les aspects, dans tous les contextes, y compris dans les aspects industriels aussi. Et ce qui se produit, c'est que ça augmente les risques forcément. Donc les organisations, justement, augmentent leur surface d'attaque de facto. Il y a de plus en plus, les menaces, elles gagnent en complexité, justement, mais elles sont accessibles par la plupart par des informaticiens qui ont des niveaux basiques. Je vous donne un exemple tout bête. Vous savez sûrement, avec la cyberguerre qui est entre l'Ukraine et la Russie, la plupart des informaticiens russes ont très peu de compétences. Pourtant, ils arrivent à mettre en place des menaces assez avancées auprès du gouvernement, sur le gouvernement ukrainien et sur le peuple ukrainien. Et c'est un exemple aussi qui est valable aussi pour la plupart des PME et ETI. Pourquoi elles sont attaquées? C'est parce qu'aujourd'hui, les menaces sont accessibles à des personnes qui ont des compétences basiques en informatique. Ce qui pose un vrai problème aussi sur ces aspects concernant la donnée, et donc ce qui va multiplier les fuites de données. J'aborderai ce point-là ensuite. Ensuite, le volume de données mondial va être multiplié
par 45 entre 2020 et 2035. Donc vous voyez sur votre droite, il y a une exponentielle qui se produit. Donc forcément, la problématique peut paraître à petite échelle aujourd'hui. On dit qu'on peut toujours maîtriser avec de la sécurité périmétrique son volume de données et les échanges de données. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, plus les données vont augmenter, plus cette problématique va grandir. Et donc à un moment donné, mettre en place une sécurité périmétrique risque de ne plus suffire. Et c'est là où j'en parle justement. Si vous mettez de l'authentification ou du PAM, ce qu'on appelle de l'access management, c'est-à-dire vous faites en sorte que uniquement des personnes privilégiées accèdent à la donnée, le problème c'est que de plus en plus de personnes accèdent à la donnée dans le cadre de différents métiers. Et le problème c'est que plus vous vous rapprochez de la donnée, moins il y a de contrôle. Et donc ça veut dire que si une personne arrive à avoir justement les accès, soit un hacker, soit une personne tout simplement qui a les privilèges, mais qui est fait par de négligence ou de mauvaises intentions, vous vous exposez à un risque. Donc aujourd'hui, le volume de données volées augmente chaque année de 224%. Juste, je vous donne un exemple. En Italie, chaque année, il y a un rapport au niveau des cyberincidents. Les fuites de données représentaient 3% des menaces l'année dernière, en 2021. Ça représente 7% en 2022. Donc ça s'observe dans les faits, cette augmentation x2 ou x4 chaque année. Ensuite, les clients ont une expertise incertaine. Et forcément, vous le savez mieux que moi, pour ceux qui sont dans la sécurité, dans le métier de la sécurité, il y a souvent cette opposition production-sécurité. Dans le cadre de la production, ils ont besoin de lancer des nouveaux services. C'est nécessaire pour la survie de l'entreprise ou pour la compétitivité. Et de l'autre côté, il faut quand même continuer à sécuriser. Ensuite, il y a une augmentation des amendes de non-conformité. Donc je vous invite à consulter un site qui s'appelle Enforcement Tracker. Je vous invite, je le répète, Enforcement Tracker. Vous pouvez voir dans ce site, vous avez toutes les amendes RGPD par pays et vous allez voir que justement la CNIL est plutôt clémente par rapport à ces autres pays actuellement. Et donc il va y avoir un vrai changement et ça risque aussi d'exposer les entreprises à des amendes réglementaires, sachant qu'aujourd'hui, la conformité RGPD, beaucoup l'ont appliquée, on va dire, d'un point de vue légal et gouvernance, mais n'ont pas mis encore en place les outils techniques nécessaires pour répondre à ces aspects. Ensuite, les impacts commerciaux sont élevés. Bon, je ne vous apporte pas une information majeure ici, mais je pense qu'il est évident de le rappeler. Et enfin, les exigences modernes en matière de sécurité vont au-delà de la surveillance traditionnelle des bases de données. Comme j'ai parlé tout à l'heure, à l'époque, on avait des databases. Il suffisait de monitorer les logs des bases de données et s'assurer que les bases de données étaient managées par les bonnes personnes en interne et maîtriser ces personnes. Et généralement, la sécurité était plutôt maîtrisée dans la plupart des structures. Aujourd'hui, le problème, c'est que vous avez beaucoup de personnes qui touchent la donnée. Vous n'avez pas uniquement les database administrateurs, vous avez aussi les data scientists, vous avez aussi des développeurs, vous avez différentes fonctions qui n'ont pas forcément la même sensibilité par rapport aux données ou le même niveau de sécurité. Donc, juste pour rappeler quelques chiffres, je vous rappelle une étude qui est réalisée dans 17 pays chaque année sur 17 clients différents. Et chaque année, on répète la même étude. Et ce qui a été observé en 2022, c'est qu'il faut 277 jours pour identifier et contenir une fuite de données. Donc c'est un temps qui est extrêmement conséquent. Pourquoi ? Parce que tout simplement, souvent ces entreprises ont des outils de sécurité majeurs. Ils ont même un SOC, un centre de cybersécurité. Le problème, c'est que même un SOC, s'il n'a pas les outils nécessaires centrés sur la donnée, il ne sera pas en capacité de voir qui a accès à quoi, où, quand et comment. Et s'il ne peut pas répondre à ces questions, c'est très difficile d'identifier une fuite de données et le nombre d'enregistrements qui ont fuité, que ce soit des fichiers ou des enregistrements de bases de données. En l'occurrence, un SOC ne fait que diminuer que de 29 jours en moyenne, c'est dans l'étude aussi, ce temps justement pour identifier et contenir une fuite de données. Donc ça représente qu'un dixième. Donc il y a une réelle nécessité d'avoir une vue et un contrôle sur la donnée. Et aujourd'hui, 83% de ces entreprises ont déjà subi plus d'une fuite. Donc c'est des choses qui se répètent forcément. Du moment qu'un pirate informatique ou qu'il y a eu des négligences au sein de l'entreprise, c'est très difficile de pouvoir ne pas être exposé une nouvelle fois. Donc les conséquences du statu quo, donc forcément une entreprise qui est exploitée avec des données protégées augmente ses risques, augmente l'exposition aux risques opérationnels, les chances de violation sur les données, et chaque violation produit perte de revenus, de clients et d'emplois. C'est évident ce que je rappelle, mais c'est important. Aujourd'hui, réellement, la sécurité sur les données peut devenir un avantage compétitif. Et l'utilisation d'outils d'audit natifs, on peut se dire, je vais utiliser ce qu'on appelle un SIEM pour de l'alerting ou de l'orchestration à la base de SIEM. Mais ça peut sembler rentable, mais en réalité, vous allez avoir juste des connexions. Vous n'allez pas avoir ce qui s'est passé sur la donnée. Comme je vous ai dit, toujours ces questions-là, et je vais les rappeler une nouvelle fois, qui a accès à quoi, où, quand et comment. Et donc, en l'occurrence, dans ces aspects-là, ça crée aussi de la surcharge en termes de ressources. Vous allez avoir des millions de logs et vous allez avoir ce qu'on appelle du bruit.
donc énormément de logs, mais vous ne saurez pas les interpréter par rapport à la donnée. Vous saurez les interpréter par rapport au réseau, qui a pénétré le réseau, par rapport aux endpoints, parce que je suis sûr que la plupart d'entre vous ont les outils sur ces aspects-là, mais par rapport à la donnée, ce sera compliqué justement de trouver une interprétation pertinente. Donc, juste au niveau de la conformité, excusez-moi, je mets le minuteur, juste au niveau de la conformité. Donc, il y a de nombreuses réglementations internes et externes. On parle très souvent de la RGPD, vous entendez parler quasiment quotidiennement pour certains d'entre vous, mais ce n'est pas la seule réglementation. Comme je vous l'ai dit aujourd'hui avec les API, de nombreuses entreprises sont interdépendantes, de nombreux fournisseurs et prestataires sont interdépendants. Donc vous êtes soumis à des outils relatifs aux données, puisqu'ils échangent des données avec vous, justement. Il y a des audits qui sont internes. Cette diapositive, je ne veux pas vous faire lire l'ensemble des réglementations. L'objectif, c'est de vous faire comprendre que vous allez avoir à la fois des audits externes dans le futur, des audits internes, vous allez avoir aussi des respects à la réglementation qui sont divers et variés et qui sont de plus en plus nombreux, y compris quand vous voulez vous développer dans un autre pays, par exemple, et que vous voulez lancer un nouveau marché, vous allez devoir vous conformer justement spécifiquement à une réglementation des données locales ou internationales. Donc, concrètement, moi, je ne dissocie pas la conformité de la sécurité. Parce que du moment que vous avez une fuite de données, vous serez soumis à un organisme de conformité, soit qui va vous auditer, soit qui va vous demander quels sont les enregistrements qui ont fuité. Donc c'est pour ça que nous, on fait le lien chez Imperva entre les deux. C'est-à-dire qu'il y a 3 aspects, je ne vais pas vous lire les points en dessous, mais c'est prévenir une violation de données, protéger les informations personnelles et réussir un audit. Donc concrètement, les 3 sont intimement liés. Si vous arrivez à protéger les données personnelles et à prouver qui a accédé à quoi, vous avez déjà fait un grand chemin dans le cadre des audits. Donc, nous, ce qu'on présente, pour répondre justement à ces aspects-là, c'est ce qu'on appelle un cycle de vie de la protection de la donnée. Donc, c'est un cycle de vie spécifique à la data, qui n'est pas lié aux endpoints ou aux networks. Et dans ce cadre-là, vous avez 4 aspects. Le premier aspect, il est en haut à gauche, c'est découvrir et classer. C'est l'aspect le plus important pour moi. Et on en parle souvent et la plupart des entreprises reviennent vers nous, c'est vraiment avoir de la visibilité. Je vais l'évoquer plusieurs fois aussi, ce terme-là, visibilité et contrôle. Et en l'occurrence, pour avoir la visibilité, il n'y a pas mieux que de découvrir et de classifier ces bases de données. Donc en l'occurrence, quelles qu'elles soient, hein, que ce soit des fichiers, que ce soit des bases de données structurées, semi-structurées, il est extrêmement important de savoir où sont vos données sensibles. Souvent, quand je discute avec des entreprises, des organisations, ils me disent « oui, nous, on a un process pour les données sensibles, etc. » Et ce qui se passe, c'est quand on met en place des découvertes et des classifications, ils voient que d'autres services ont utilisé des services tiers sur lesquels il y a des systèmes de données, et malheureusement, des données sensibles transitent. Et ils ne savaient pas ça. Et ça, c'est essentiel. Pourquoi? Parce que par extension, quand vous découvrez et classez les données, même si vous subissez par exemple une menace, malheureusement, et que vous êtes exposé, comme la plupart d'entre nous, et malheureusement, c'est l'apanage d'aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est que vous serez en capacité de faire des audits et des rapports et de prouver ce qui a fuité. Je réévoque la partie enforcement tracker. Quand je parlais des amendes de conformité, vous entendez souvent parler de 10 millions d'enregistrements clients. Mais ça, en l'occurrence, ce sont des choses qui sont négociées, ce sont des estimations, ce ne sont pas des chiffres réels. Et justement, le plus important, c'est de pouvoir donner des chiffres réels parce que ça permet de diminuer les amendes réglementaires et ça permet à l'entreprise de mieux se protéger et aussi de pouvoir mieux communiquer en termes de relations presse et de relations publiques. Donc, une fois que ces 2 aspects sont remplis, vous avez déjà fait une grande partie du travail, je dirais 75-80%. Après le reste, vous le faites avec d'autres solutions, c'est-à-dire évaluer et durcir, surveiller et appliquer. Ça, vous pouvez le faire avec une solution soit centrée sur les données, et c'est ce qui est idéal, soit avec les solutions que vous avez déjà en place, en mettant en place ce qu'on appelle des workflows, c'est-à-dire des manières de travailler pour mieux sécuriser les données, parce que vous avez identifié où sont vos données sensibles, où il faut mettre un peu plus de sécurité, justement. Et pour ça, voilà, idéalement, quand vous avez achevé les 2 derniers, vous arrivez, on va dire, à une maturité presque complète. Donc, rassurez-vous, généralement, la plupart des entreprises, des organisations qu'on rencontre sont toujours à la première étape, c'est-à-dire à la découverte et classification, y compris les plus grandes, parce que c'est un nouveau sujet. Et comme je vous ai dit, c'est la mise en échelle et le volume de données qui explose qui va créer ce besoin. Donc, au niveau de la donnée, il y a réellement une approche multicouche à avoir. Donc, vous voyez ici, il y a 7 thèmes. Donc, c'est quand même conséquent, la sécurité des données. Vous avez, dans l'ordre d'importance, le chiffrement et le contrôle des bases de données. Donc, chiffrer ces données, c'est important. Malheureusement, on ne peut pas tout chiffrer. Pour des raisons de circulation des données, comme je vous l'ai dit, data is the new oil, vous avez besoin que la donnée circule. Et donc, si elle circule chiffrée, elle n'est pas forcément exploitable. Et donc, il y a des process aujourd'hui comme la tokenisation, c'est-à-dire on va masquer une partie de la donnée et rendre visible une autre partie pour qu'elle soit identifiable.
il y a plein de process aujourd'hui qui existent pour tenter de compenser ces aspects-là. On pourra en parler si vous voulez nous visiter dans notre stand pour en discuter plus en détail. Je serais ravi de pouvoir vous détailler ces aspects. Et ensuite, vous avez la découverte et la classification. Je ne vais pas vous citer l'ensemble de ces 7 thèmes, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une nécessité aujourd'hui de mettre une plateforme de sécurité centrée autour de la donnée. Pas seulement des solutions par silo, parce que vous n'aurez pas une visibilité complète et un contrôle complet sur la donnée si vous mettez solution par solution. Vous avez quand même ici un ordre d'importance. Ensuite, comme je vais le répéter une nouvelle fois, la data, c'est une sorte de pétrole, donc ça circule. Contrairement à des endpoints, les endpoints restent les mêmes. Les réseaux restent souvent les mêmes. Alors, les connexions restent souvent les mêmes. Mais le problème, ici, pour la data, c'est souvent, il y a énormément de changements, énormément de transit, énormément d'échanges avec des tiers que vous avez. Et vous voyez ici toutes les briques de protection que vous avez en fonction du niveau de vie de la donnée et au niveau d'où elle se situe. Et donc, ça provient d'un analyste. Et donc, en l'occurrence, vous voyez qu'il faut mettre en place énormément de briques pour justement sécuriser la donnée tout au long de son cycle de vie. Bien évidemment, il y a une priorité à avoir. Comme je vous l'ai dit, c'est toujours la découverte et la classification. Mais l'objectif, c'est d'avoir une maturité et d'avoir à chaque étape de la donnée le niveau de protection nécessaire pour pouvoir la préserver tout en la permettant de circuler et d'être exploitable par les tiers ou en interne. Donc globalement, ici encore un autre cabinet d'analystes qui présente justement les aspects. Ça va dans le prolongement. La donnée à l'époque, elle restait dans des bases de données, elle ne bougeait pas, elle était peu en mouvement, elle était utilisée par des applications internes. Et donc on avait ce qu'on appelait du DAM, c'est-à-dire on faisait juste du monitoring de bases de données et ça permettait de sécuriser les données. Ça, c'était en 2009. On voit qu'en 2014, avec justement le début du cloud, on voit qu'il y a un vrai changement. Et aujourd'hui, en 2021, avec les lancements de transformation digitale qui se mettent en place de manière élargie dans la plupart des structures, qu'il y a une nécessité de mettre en place plusieurs couches de protection. Je ne vais pas vous détailler l'ensemble des noms, mais si vous voulez, on aura l'occasion d'en reparler si vous avez des questions d'ici la fin de cette conférence. Donc, un autre graphique en provenance du Gartner. Donc ici, ce qu'on appelle un hype cycle. Donc le Gartner explique ce qui arrive à maturité. Donc ça, c'est dans le prolongement de la diapositive précédente. C'est-à-dire qu'ici, on voit que ce qu'on appelle la protection des bases de données directement en source est quelque chose qui arrive à maturité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le problème qui se pose, c'est qu'on a des bases de données multiples dans le cloud, donc il y a une nécessité de les sécuriser. Et on voit à gauche, justement, que la tendance va augmenter, c'est-à-dire et de mettre en place des plateformes de sécurité centrées autour de la donnée. On parle réellement de plateformes de sécurité sur les données et pas forcément de sécurité des données exploitées par une solution tierce ou par une solution que vous avez déjà. Donc maintenant, on va passer à des cas d'usage concrets. Donc on a observé dans des entreprises. Donc il y a une détection du vol de données au fil du temps par des utilisateurs autorisés. Quand on dit utilisateur autorisé, ça peut être quelqu'un en interne ou ça peut être quelqu'un qui a vu ses accès corrompus malheureusement. Donc il faut bien prendre en compte que ça peut être comme interne ou externe. D'ailleurs, pour le petit chiffre, 67% des fuites de données proviennent de l'interne. Donc ça, c'est quand même important de le savoir. Et c'est souvent lié à des négligences plus qu'à des aspects volontaires. Donc dans ce cas d'usage, on voit ici que l'employé et le service n'a jamais copié autant de fichiers et que l'employé ne travaillait jamais le week-end et le milieu de la nuit. Ici, c'est une observation sur 14 semaines et on voit que sur ces 14 semaines, pendant 12 semaines, il n'a pas généré beaucoup d'enregistrements. Et comme par hasard, durant les 2 dernières semaines, ça peut être peut-être sa fin de contrat, ça peut être un prestataire qui finit son contrat et qui va aller chez un concurrent sans que vous le sachiez, ça peut être quelqu'un justement qui a des liens peut-être avec des groupes cybercriminels, ça peut être quelqu'un qui a tout simplement un esprit, on va dire, de vengeance et de sabotage. Peu importe on va dire les raisons, on voit qu'il y a un comportement anormal. On peut se dire, sur ces 2 semaines-là, peut-être que sa hiérarchie lui a demandé justement d'exploiter beaucoup plus de fichiers et d'enregistrements. C'est possible. Mais nous, ce qu'on fait justement, c'est que quand on le compare à d'autres utilisateurs, on voit que c'est anormal aussi. C'est-à-dire qu'ici, il a accédé à 4 millions d'enregistrements durant les 2 dernières semaines, alors qu'en moyenne, le maximum, c'est 910 000 enregistrements. Donc on voit déjà qu'il y a une première suspicion. Et ensuite, quand on le compare à son usage habituel, c'est encore plus suspect, comme je l'indiquais, puisqu'il avait accès en moyenne à 400 000 enregistrements maximum, et là, il a eu accès à 4 millions d'enregistrements. Donc quand on fait une comparaison sur 3 niveaux, on remarque que justement, soit cet employé-là a vu ses accès corrompus et donc ça caractérise une fuite de données, soit il a fait part d'une négligence,
et ça caractérise justement un comportement qui n'est pas censé arriver au sein d'une entreprise en termes de gouvernance sur les données. Donc concrètement, voici un autre cas d'usage qu'on appelle le partage de comptes. Donc ça, c'est ce qu'on observe souvent, c'est ce qu'on appelle chez les DBA, donc les administrateurs de bases de données. Mais les administrateurs de bases de données, encore, c'est des experts techniques. Le problème, c'est que maintenant, plus la donnée va être accessible, elle va être touchée par des gens qui sont data scientists et qui n'ont pas forcément une sensibilité cybersécurité. Donc c'est quelque chose qui risque de beaucoup plus produire. Et on le voit notamment avec l'arrivée des data stores, où notamment les personnes peuvent avoir accès à toutes les données de l'entreprise, alors qu'ils ont un accès limité normalement. Donc en l'occurrence, quel est le risque du partage de comptes? Donc ici, vous voyez plusieurs utilisateurs, hein. On les a anonymisés bien évidemment. Ça, c'est un cas concret qui s'est passé dans une société d'assurance. En l'occurrence, on voit que A et B partagent les mêmes privilèges, alors qu'ils sont censés avoir des comptes distincts, pour accéder aux bases de données A et B, en l'occurrence. C et D utilisent le compte de B. Donc déjà, on voit qu'il y a un vrai problème. Les comptes qui sont utilisés sont totalement différents de ceux auxquels ils sont censés se conformer. Bref, en résumé, à chaque fois, on voit que les comptes utilisés ne sont pas censés être utilisés avec la bonne pratique. Et le problème, c'est que uniquement l'utilisateur F utilise le compte qui lui est attribué pour accéder aux bases de données. Pourquoi les DBA font ça? Parce que dans le cadre de la productivité, parfois, ils ont besoin d'accéder à un service rapidement et ils n'ont pas le temps de demander les accès ou d'utiliser le DB username d'une autre personne. Et donc, ils préfèrent utiliser justement ce qu'on appelle le DB username, le nom d'utilisateur d'une autre personne pour accéder rapidement au service ou pour faire une modification rapidement. Ils n'ont pas forcément la bonne pratique de le demander et ils n'en ont pas le besoin. Avec de l'authentification, vous allez me dire, on ne peut pas le faire. En l'occurrence, si, parce qu'on leur donne un token, et lorsqu'ils ont un token pour accéder aux bases de données, ils font ce qu'ils veulent dans les bases de données ensuite. Ils ont accès de la manière dont ils souhaitent aux bases de données. Donc ce cas-là, il peut se produire dans de nombreuses entreprises, et c'est ce qui arrive très souvent. Donc justement, nous, on essaye de prévenir contre ça. Et ça, pourquoi il faut le prévenir? Parce que tout simplement, quand vous avez une fuite de données ou potentiellement un incident sur les données, si vous ne savez pas qui a accédé à la donnée et via quel compte, si c'est les bonnes personnes qui ont accédé via le compte qui leur est destiné, vous n'êtes pas en capacité d'identifier rapidement la fuite de données. Donc nous, notre objectif est justement partager, c'est bien, mais partager ses comptes DB user ou partager ses accès pour accès aux données, ce n'est pas une bonne chose. Et c'est pour ça que nous, notre objectif, c'est d'avoir un utilisateur, une IP. Donc ici, je ne vais pas vous lire tous les détails qui sont affichés, mais concrètement, on veut du client jusqu'à la base de données, que ce soit une base de données structurée, semi-structurée ou des fichiers, pouvoir détecter qui a accès à quoi, où, quand et comment. Et donc ça, c'est justement l'objectif principal, que ce soit en termes d'audit, mais aussi en termes de gouvernance et de pratique de sécurité. Donc enfin, il y a la prise en compte de l'inconnu. Donc concrètement, on veut savoir comment les utilisateurs idéalement se connectent aux données. À quelles données accèdent-ils? S'ils sont censés accéder à certaines données ou non. Si leur père accède aux données de la même manière, comme je vous ai parlé, l'histoire des B-users qui ont tous pratiquement une mauvaise pratique, généralement c'est ce qui est observé. Quelle quantité de données demande-t-il? Comme on l'a vu avec l'exemple précédent. Et quand fonctionne-t-il habituellement? Dans le sens où, est-ce qu'un administrateur, il a l'habitude de se connecter tous les jours entre 8h et 17h, et bizarrement, il se connecte à minuit ou il se connecte le week-end. Et on observe qu'alors qu'il se connecte à minuit ou il se connecte le week-end, ça peut être une cybermenace, parce que comme vous le savez souvent, la plupart des ransomware et la plupart des menaces de chiffrement et ces menaces aussi qui vont mettre en place des fuites de données arrivent souvent le samedi, le dimanche, le vendredi soir. Donc ça aussi, ça permet d'identifier ce genre de comportement. Et dernière question, la plus importante, qui se connecte aux données? Donc, je pense que c'est évident. Ici, vous voyez une maison. Donc, la sécurité de votre maison, ça consiste à verrouiller vos portes, classique. Donc, c'est la sécurité périmétrique dans l'informatique. La vie privée, c'est de mettre des rideaux sur vos fenêtres. Donc, ça aussi, la plupart des entreprises savent le faire. Le problème qui se pose, c'est qu'une fois que vous autorisez quelqu'un à entrer dans votre maison, c'est exactement le cas pour la donnée. Quand vous allez autoriser quelqu'un à exploiter votre donnée, vous allez autoriser quelqu'un à entrer dans la maison de votre entreprise. Comment vous savez ce qui se passe au sein de cette maison et comment vous savez avec quoi il sort et s'il est censé sortir avec ça ou non? C'est exactement le cas de la sécurité aujourd'hui, la sécurité moderne. Je fais un petit parallèle. Par exemple, dans les musées aujourd'hui, tout le monde peut se rapprocher des œuvres d'art, mais ils ne peuvent pas les toucher parce qu'il y a des systèmes de sécurité extrêmement avancés sur le sujet. Et c'est exactement le même process qui se produit dans l'informatique. De plus en plus de personnes vont toucher la donnée, de plus en plus de personnes vont s'en rapprocher, et forcément, ils auront des accès privilégiés pour ça. Il faudra s'assurer qu'il n'y ait pas d'écart
ou qu'il n'y ait pas de potentiel fuite de données. Donc il y a aussi une problématique en termes d'automatisation et en termes de personnes. On voit souvent qu'on a des choses qui sont très spécifiques sur une base de données avec un langage de base de données qui est accessible par certains experts, par exemple le langage SQL. On voit ici à droite. Ensuite, on a ce qu'on traduit dans une langue. Nous, notre objectif, c'est de vous expliquer très simplement, en une phrase, John a pris beaucoup d'enregistrements. L'objectif, c'est de traduire le langage de base de données ou le langage de base de données semi-structurée à quelque chose d'intelligible pour n'importe qui au sein de la structure. Parce que, comme je vous l'ai dit, la donnée va être touchée par beaucoup plus de monde et elle va concerner aussi des organismes de gouvernance et aussi les directions de vos entreprises. Donc, elles ont besoin de savoir très vite si une personne a eu un comportement négligent, malicieux sur vos données. Et il n'a pas forcément envie de demander à un tiers, il a envie de recevoir parfois l'alerte, lui expliquant directement quelle est la problématique. Et c'est justement la notion d'automatisation. Au lieu d'attendre que quelqu'un en interne, un expert sécurité, vienne lui expliquer exactement ce qui se passe dans les détails. Donc nous, ce qu'on fait, en l'occurrence chez Imperva, on tire parti des décennies de recherche sur les menaces relatives aux données. Et par exemple, une requête de base de données typique, qu'on pourrait observer comme classique, sur lesquelles on n'a pas d'interprétation, on va la traduire dans un contexte pour observer si le contexte est inhabituel ou non, et on va justement pointer vers le comportement de menace. Ça peut être une injection SQL, ça peut être un ransomware chiffré en dur sur la base de données, ou d'autres choses. Mais en l'occurrence, nous, justement, ça nous permet d'expliquer quelle est l'intention derrière une requête de base de données. Si celle-ci peut être négligente, malicieuse ou dangereuse. Voilà. Donc moi, la question que je vous invite à vous poser au quotidien quand vous gérez la sécurité des données, c'est celle-ci. Comment vous prouvez que des utilisateurs n'ont pas mis en péril l'intégrité ou la confidentialité de vos données? Donc c'est en termes de gouvernance, en termes de process, en termes de solutions. C'est une question très large, mais ça vous permet justement de driver vos initiatives sur ces aspects-là. Et de pouvoir justement savoir ce qui se produit, ce qui se passe et comment vous pouvez avancer sur ces sujets. Donc globalement, nous, ce qu'on fait chez Imperva, on permet à vos applications et aux données d'être résilientes. On ne va pas vous promettre d'être une sécurité à 100% sur les données. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Mais l'avantage, c'est que si vous avez une visibilité, une découverte et une classification, et vous arrivez à prouver que vous avez sécurisé vos données, vous êtes déjà en capacité de répondre à la fois, comme je vous ai dit, aux relations presse, aux relations publiques. Vous êtes aussi en capacité de réduire le volume de données qui ont fuité. Et vous êtes aussi en capacité de pouvoir répondre de manière très claire aux organismes de conformité lorsque vous êtes audité sur le sujet. Et donc, nous, ce qu'on fait, on vous permet de savoir où sont les données et comment elles sont utilisées. On réduit les risques avec un module de gestion des risques centré sur la donnée, pas sur le réseau, pas sur les sign points, pas sur les utilisateurs, réellement centré sur la donnée. On vous permet de comprendre les modèles d'accès et les comportements anormaux. On vous permet de sécuriser justement vos systèmes de données en modernisation, par exemple quand vous allez vers un data lake ou vous allez vers des nouveaux systèmes de données de fichiers. Et on vous permet aussi de vous assurer qu'elles soient conformes à toute norme ou réglementation existante. Donc globalement, je ne sais pas si vous voyez très bien ou s'il faut tous les référentiels qu'on supporte, il y en a de nombreux. Donc en l'occurrence, on supporte quasiment aujourd'hui tout ce qui existe en termes de référentiel de données, qui est utilisé par la plupart des utilisateurs dans le monde, c'est-à-dire tout ce qui est entre guillemets mainstream. Donc c'est l'avantage. On peut supporter des données hybrides, des données on-premise, c'est-à-dire sur site, et des données multi-cloud. C'est-à-dire qu'on peut permettre aussi aux entreprises de partir à la base sur une sécurité sur site et de leur permettre d'étendre cette sécurité-là sur le cloud pendant qu'ils entament leur transformation digitale. Voilà. Au-delà de ça, surtout ce qui est important, c'est qu'on s'intègre justement avec les outils que vous avez déjà existants, parce que nombreux ont des outils de monitoring et d'alerting, et on permet justement de donner le contexte relatif à la donnée. Par exemple, sur un SIEM, pour entrer un peu dans la technique, un SIEM ne sera pas en capacité d'afficher la requête de base de données, savoir s'il y a un select, un grant, un revoke. Donc nous, on sera en capacité d'afficher ça et de pouvoir aussi afficher l'interprétation de ce grant, de ce select, de ce revoke et qu'est-ce que ça signifie dans la réalité et en termes d'incidents et en termes de danger pour l'entreprise. Donc globalement, nous, notre objectif, et j'en reviens par rapport à la première diapositive, c'est-à-dire le fait que de nombreuses entreprises, aujourd'hui, l'adoption du cloud est à 40% à peu près en Europe, et de nombreuses entreprises vont aller vers cette adoption-là ou d'organisation. Et nous, notre objectif principal, c'est de faire en sorte que
les entreprises puissent ne pas forcément se soucier des nouvelles menaces sur la donnée, il y en a de nombreuses, et qu'ils puissent se concentrer sur le métier qui est le principal, c'est-à-dire délivrer de la valeur aux clients, délivrer des nouveaux services, mettre en place des nouveaux systèmes et se transformer en tech company s'ils le souhaitent pour justement mieux exploiter la donnée et faire en sorte qu'ils puissent justement s'étendre et se développer. Et c'est le meilleur compliment qu'on peut nous donner, c'est-à-dire le fait de ne pas se soucier des dernières menaces et de pouvoir se concentrer sur les métiers essentiels qui sont liés à l'entreprise, c'est-à-dire plutôt des directives qui sont liées à la data et non pas à la sécurité de celle-ci. Donc globalement, voilà ce qu'on a comme termes de clients, en termes de profil. Donc on a les plus grandes banques américaines, les plus grandes banques mondiales aussi. Donc aujourd'hui, ces clients-là, ce sont des clients qui ont déjà des volumes de données extrêmement conséquents. Mais la plupart des entreprises aujourd'hui, y compris de taille moyenne, vont avoir des volumes de données qui vont être comparables à ces banques d'ici 10 ou 15 années. Donc forcément, c'est une réflexion qu'il faut avoir, d'avoir une vraie réflexion sur la sécurité des données, va se faire de plus en plus dans des entreprises de taille moyenne. Enfin, je vous laisse avec cette diapositive. Donc, c'est des questions que vous pouvez vous garder en tête, en plus de la principale qui est le fait de prouver comment prouver si des utilisateurs ont accédé à l'intégrité ou à la sensibilité des données. Ces questions-là sont très importantes pour vous, elles vous permettront d'avancer. Posez ces questions-là à vos fournisseurs aussi, parce qu'il y a de plus en plus d'intervenance, il y a de plus en plus de nécessité de sécuriser les données dans les flux. Et donc forcément, ces questions-là peuvent être intéressantes pour la plupart d'entre vous. Donc en tout cas, si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas à me les poser au stand B29. On a des glaces, sachez qu'elles ne sont pas froides. Je sais qu'il fait un peu frais, mais les glaces sont à température ambiante, donc il n'y a pas de souci, vous pourrez les manger. Et vous pouvez nous rencontrer au stand B29 pour parler de tout sujet. On peut aborder la tokenisation, l'anonymisation, la découverte, la classification. Tous ces termes sont techniques, mais globalement, on peut parler du sujet de la donnée très ouvertement, et ça sera avec grand plaisir qu'on peut vous accueillir sur ces aspects. Merci beaucoup. Eh ben, je vous emprunte le vôtre. Hein, voilà. Merci Mohamed Lalouche. Vous savez finalement attirer hein, donc, des glaces. À quel parfum? Il y a de tout, voilà, d'accord. B29, hein, voilà, donc si vous avez des questions en détail, n'hésitez pas. B29. Merci hein, pour cette présentation. La prochaine dans quelques instants, donc 10h40, avec Sébastien Blot, nous serons avec donc CrowdSec. Il s'agit de la sécurité open source et collaborative. À tout de suite.